Alors, on va faire une petite introduction. Ben oui. Bonjour Louis-Jean. Bien dit, bonjour à toi, cher ami. Bon, ça change un petit peu des animateurs de FIP. Ici, nous, on est sérieux. Hein. Et ça fait le tour du pays, ce truc. Mais ouais, ça me fait rire. En fait, je rencontre énormément de Français qui ont beaucoup de misère à dire Louis-Jean. C'est pas naturel. J'avoue, chez moi aussi, je me fais souvent appeler Jean-Louis. Mais bon, ça me différencie de Jean-Louis Murat. Hein? Ah oui. Alors, on est bien content. On se retrouve à Valence au Train Théâtre. Ah non, pas à Valence, à Portes-les-Valences dans la Drôme. Voilà. C'est pas pareil. Et nous, on est très content de te recevoir donc, à l'émission Arrête ton char, émission diffusée tous les dimanches sur Radio Campus Montpellier. Alors pour commencer, j'ai pris on va dire ta revue de presse Oui. qui a été envoyée à tous les bons journalistes qui s'intéressent à la chanson québécoise par chez nous. Et ça commence comme ça. Si pendant trop longtemps on a cru que le Québec n'avait à offrir que des chanteurs ou des chanteuses qui s'époumonaient et grimaçant tout leur soul, t'as quelque chose contre mon oncle Serge? Oui, mon oncle Serge fait partie des chanteurs à grande voix. Ouais. Non, j'ai rien contre lui, je l'adore d'ailleurs. Bon, mon oncle Serge, c'est le parrain de notre émission. Ah oui? Ouais. Ça fait 20 ans que j'interviewe ce phénomène. Je pense que j'étais son premier intervieweur outre-Atlantique. Tu vois, ça fait une espèce de grande histoire. C'est pour ça que, voilà, effectivement, pour le grand public, j'imagine que tu t'adressais plus à, comment il s'appelle, Garou. En fait, c'est pas moi du tout qui ai écrit ça. Moi, je dirais jamais des choses pareilles. Mais effectivement, les journalistes français ont commencé à... En fait, m'ont tous unanimement dit qu'ils sentaient une nouvelle vague de chansons québécoises avec de la poésie, avec des choses à dire, avec justement euh, l'absence de gymnastique vocale habituelle, mais avec de grandes voix quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi dire... j'aime pas trop dire finalement qu'on a d'autres choses à offrir que les chanteurs à grande voix parce que je trouve qu'au Québec, on chante quand même très bien. Voilà. C'est assez vrai, ça fait 20 ans qu'on en diffuse, nous, en tout cas à Montpellier. Bah, ça n'a pas marché parce que, tu vois, il n'y a pas eu beaucoup de concerts, en tout cas avec beaucoup de public. On est désolé pour cela, mais en tout cas, ça a au moins le mérite d'essayer. Voilà, bien fait. Alors, Louis-Jean. Putain, c'est bon. Moi, j'ai envie de faire un truc un peu reprendre un peu ton parcours. OK. Ok. Donc, on va commencer par, je sais pas, t'as fait des études au Cégep, hein, c'est ça, à Montréal. Tu viens d'où d'abord? Je viens de Sept-Îles sur la côte nord. C'est à 1000 bornes de Montréal, vers le nord-est. Et puis c'est au bord de la mer. C'est le long du fleuve Saint-Laurent. Côté nord. C'est pour ça qu'on appelle la côte nord. C'est une très, très grande région, très vaste, très étendue. Puis, ouais, j'ai vécu les 16-17 premières années de ma vie là. J'ai baigné dans un foyer familial très, 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 très musical, très implanté. La musique était partout chez nous. Mon frère est violoniste classique encore aujourd'hui dans l'Orchestre symphonique de Québec. Mon père était chef de chœur comme hobby. Ma mère chantait dans les chorales, etc. Ma soeur pianiste. Moi, j'ai fait du piano très longtemps. J'ai commencé à jouer la guitare plus vers l'âge de 8 ans. Puis voilà, j'ai quitté Sept-Îles pour aller à Montréal, étudier le jazz au Cégep Saint-Laurent. Et puis voilà, par faire mes études de guitare et d'apprentissage de la musique. Et puis j'ai commencé en fait, plutôt au milieu de l'adolescence, j'ai commencé déjà à jouer beaucoup dans les bars et faire des tournées avec des groupes. Je fondais des groupes où je participais à des groupes déjà formés. Puis j'accompagnais des gens. Donc voilà, ça a été un parcours assez normal, typique d'un musicien. Et à cette période, tu chantais déjà en français? Oui, j'ai que chanté en français ou presque. Des fois, on faisait des interprétations de succès anglophones, mais c'était très, très rare. Je chantais même à l'âge de 8-9 ans, quand je chantais les Beatles, je chantais n'importe quoi, en fait. Je faisais un yaourt épouvantable, mais c'était très drôle. Et ceci dit, ouais, non, j'ai chanté très, très rarement, et surtout même dans les médias ou à la télévision, etc. En anglais, là, ça a été très, très rare. Un truc que je me rappelle, c'était pour un gros, gros festival du film canadien. En fait, un gala les génies qui appellent, c'est les galas
du cinéma canadien. Puis j'ai chanté une chanson de Leonard Cohen comme ça à la télévision avec Carquois. J'avais tourné en bouche pour être sûr que... Puis même si nous, on a quand même moins d'accent peut-être que certains chanteurs français qui osent la chansonnette anglophone. Mais bon, c'est ça, j'avais peur de me faire avoir avec mon petit accent de Sept-Îles sur la Côte-Nord. Ah ouais, on arrive à reconnaître les accents des régions au Québec. En anglais surtout, ouais. Voilà. C'est marrant ça parce que c'est pas tout à fait dans la tradition quand on veut faire du rock, du pop, de chanter en français. C'est quoi ton modèle de chanteur français? Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter en français? Qui? Ben, en fait, ça vient de cette chanson québécoise qui est là depuis toujours chez moi. C'est-à-dire que chez nous, à la maison, c'était Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Robert Charlebois, Jean-Pierre Ferland, etc. Très tôt est arrivé aussi des grands de la chanson encore aujourd'hui, comme Richard Séguin, Michel Rivard, Daniel Bélanger. Là, j'y vais comme en ordre décroissant, en fait, d'âge. Puis après coup, c'est ça. J'ai baigné dans cette chanson québécoise-là, mais je me suis dit, en fait, depuis toujours, j'écoutais de la musique de partout dans le monde. Très influencé par la musique américaine ou anglaise, des groupes comme Radiohead, par exemple, autant que des chanteurs comme Neil Young ou Bob Dylan ou même aujourd'hui, plus jeune, on a des références comme Sufjan Stevens, par exemple, ben écoute, on pourrait en parler vraiment longtemps. Moi, je suis un grand fan de Nick Cave. Ça paraît pas trop dans ce que je fais, mais en même temps, ça me touche tellement ce qu'il dit, ce qu'il raconte. Cette idée de poésie là, libre et ouverte et mise en avant-plan, etc. Ça me plaît. Je crois que peut-être au Québec, on a, géographiquement parlant, peut-être une position peut-être plus favorable à l'idée de faire de la musique francophone, mais qui va être avec un bagage musical très rock, très nord-américain, influencé. On a peut-être plus de facilité à coller un bagage peut-être anglo-saxon, un bagage musical anglo-saxon sur des mots francophones. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'un chanteur comme Jean Leloup, ça a participé à ça? Ben oui, Jean Leloup fait partie des icônes vraiment de la musique québécoise. Moi, son album Le Dôme, je l'ai écouté en boucle. Vraiment, c'est son plus grand disque. Puis justement, il y avait cette manière de faire les choses de façon... je m'en foutisme mêlé à des bons grooves, à du funk. Puis avec des trucs en français, même avec le mélange de hip-hop, c'était un des premiers à faire, je trouve, au Québec, là, ce genre de mixture très, très bien ficelée de chansons et de rap et voilà, et de poésie. Et il l'a à l'affaire. Et il l'a l'affaire, c'est la seule affaire. On citera les références sur le site web pour nos auditeurs. Mm-hmm. Richard Desjardins, si j'aimerais bien que tu me dises un petit peu, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a influencé? Tu t'intéresses à ce qu'il fait? C'est qui pour toi? C'est un grand de la chanson, c'est un grand auteur-compositeur. Moi, il m'a marqué par justement sa façon de raconter les choses. Seule affaire peut-être plus déplorable de ma part, je trouve que c'est très peu artiste collaborateur. Puis ça me déplaît cette idée de... Bon, en même temps, c'est son choix, il fait ce qu'il veut, c'est une personne comme ça, très intègre, très fidèle à ses convictions, etc. Mais je préfère de loin les artistes qui sont capables de se transformer en fil conducteur, d'organiser des trucs, d'être plus à l'affût de dire « Ah, moi, j'aimerais faire n'importe quoi, j'aimerais... » Tu sais, comme, je sais pas, notre génération, on est beaucoup plus là-dessus. Je pense à Patrick Watson, à Carquois, il y a des artistes comme des jeunes aussi, plus jeunes que nous, Philippe Braque, etc., des nouveaux. Tout le monde est toujours prêt à faire. Oui, on fait un truc ensemble, on réinvente la sauce, on part ailleurs. Tu vois, Richard Desjardins, pour moi, représente un peu l'absence de collaboration. Ça m'énerve un peu. Voilà, c'est dit. Eh bien, justement, Richard est. Salut, Richard! Non, tu sais qu'il est à Montpellier? Il s'est installé à Montpellier. Ah oui, déjà? Ah oui? Oh, ouais. Depuis longtemps? Je savais pas. 5 semaines. Il habitait à Laval. Ah oui, ok, 5 semaines. Ouais. Oh, ouais. C'est tout neuf. Ok. Bon, on déborde tellement sur autre chose, mais c'est tellement passionnant.
J'ai interviewé des jeunes de Sherbrooke, qui s'appellent, la formation s'appelle Edouard 7. Hmm. Et eux, ils ont vraiment été influencés par ta musique. Et justement, ce que tu disais, cette façon de partager, tu leur as donné des conseils, des choses comme ça. Tu les connais? Ouais, je les ai rencontrés. Ils sont venus voir mes concerts, puis des fois on se parlait après le spectacle. Effectivement, ça arrive beaucoup, mais j'adore ça. Moi, j'adore les gens, en fait. J'adore parler aux jeunes pour leur dire de quoi faire, ne quoi pas faire, je sais pas trop, de répondre à leurs questions. Édouard 7, ouais, c'est ça. C'est drôle parce que justement, on n'arrive pas trop à le voir. Nous, on avance dans la vie, on avance dans notre musique, mais là, finalement, on se rend compte que par les commentaires de certains journalistes ou par les commentaires de certains spectateurs, dire ah, mais celui-là est vraiment très influencé par ce que tu fais, etc. Mais voilà, moi, je regarde en avant, je regarde très peu en arrière. Si je laisse des traces, je sais pas si je laisse des traces, mais l'important, c'est d'avancer. Ouais, je pense que tu laisses des traces. Carquois a laissé, en tout cas, chez beaucoup de jeunes, des traces, même c'est des Français, quoi. Mhm. L'histoire Carquois, ça commence comment? Ben, Carquois, ça commence vraiment au Cégep Saint-Laurent, justement, là où j'ai commencé ouais, mes études collégiales. Euh, on a formé un groupe pour un concours de musique qui s'appelait les Cégeps en spectacle. Puis on a formé le groupe Carquois. À la dernière minute, on cherchait un nom dans le dictionnaire. On a fait le truc, fermer les yeux, pointer au hasard. Et ça a été l'étui à flèche. Un Carquois, c'est un étui à flèche. Puis la phonétique internationale à côté, c'est écrit K-A-R, K-W-A, entre crochets. On a dit, bon, tiens, ce sera ça pour l'instant. Et c'est resté pendant 15 ans. Et ben en fait, près de 20 ans maintenant, parce que là, Carquois n'est jamais mort. C'est-à-dire qu'on a arrêté les activités. Dernièrement, on s'est revus justement pour parler un peu de la suite des choses, pour revoir un peu l'intérêt de tous et chacun. Puis effectivement, il y a l'intérêt de tout le monde pour reprendre, mais à un rythme, je sais pas trop comment ça va se faire. C'est vraiment difficile de dire quand et comment, mais du moins de savoir que tout le monde en a envie, moi, ça me plaît beaucoup. C'est une grande histoire d'amitié, j'ai l'impression, les groupes québécois. Là, on vous a vu là, tout à l'heure à la Balance. Il y a une vraie histoire d'amitié. Je reprends aussi les Ghouls, par exemple, où tu as eu comme un Kid Kuna qui a fait une petite carrière solo, mais ils se sont remis. C'est des amis, quoi. Est-ce que oui. toi, c'est pareil? Ben oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Puis c'est tellement important de ne pas rester aussi, je dirais, encarcané dans un seul groupe. C'est important de faire tout plein de trucs parce que ça te permet d'évoluer, de voir aussi à quel point toi, toi seul, tu as des idées ou t'as des idées différentes avec d'autres gens. C'est une espèce d'immersion linguistique. Aller faire un projet ailleurs, c'est comme voyager, partir ailleurs, apprendre un nouveau langage musical, revenir après dans un groupe déjà formé depuis longtemps, puis dire hey, je vois nos chansons d'un autre œil. Ça, c'est typique québécois, non? Ben non. Je pense que c'est typique musicien qui a envie de vivre pleinement sa vie musicale. Il y a des gens aux États-Unis, en Angleterre, ou en Scandinavie, etc., qui sont très comme ça. Je pense à des amis qui sont rendus montréalais maintenant, mais The Howell, c'est un groupe formé de Suédois et de Montréalais. Puis tu vois cette espèce de fibre-là aussi musicale qui a le goût de voyager. En Allemagne, ça doit être la même chose. Voilà. Et tu trouves pas qu'il y a une spécificité française, je dirais, au niveau des artistes, quelque chose d'assez inaccessible? Je trouve que les Québécois sont plus accessibles. Que les Français? Ouais. Peut-être, mais encore là, c'est ça. C'est peut-être c'est dur à dire. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça, peut-être sur la force du nombre. Tu sais, on peut pas comparer aussi un pays de 7 millions avec un pays de 70 millions, ou 60, je sais pas trop combien vous êtes, là. 65, ouais, 66. Donc, il y a forcément, plus il y a de gens, plus ça devient impersonnel. Tandis que chez nous, l'aspect communauté artistique est vraiment très présent parce que c'est sur un
petit territoire, mais en fait, c'est un très grand territoire, mais quand même, sur une population de 7 millions, tu arrives à faire le tour assez vite des diffuseurs de spectacles, des producteurs. Tu connais à peu près tous les artistes qui marchent relativement bien ou qui commencent, qui arrivent, la relève, tout ça. Tu les vois pousser à travers les concours de chansons, etc. Donc, ça va assez vite. Si moindrement tu es mélomane et tu es impliqué dans ton domaine, ben, tu t'entends parler, par exemple, de Claude Pelgag depuis très longtemps, puis un jour tu la rencontres, puis hey, est-ce qu'on fait quelque chose ensemble? Ouais, ça serait cool, ok, ça va. Tandis qu'ici, il y a des milliers, voire des millions d'artistes. Ça devient un peu plus difficile. Moi, je reste persuadé qu'il y a quand même une différence. Notamment, je sais pas, tous les mois, il y a un artiste, tu sais pas d'où il sort, de Montréal, Québec, et c'est un truc super. Grâce à l'émission, je suis abonné sur des réseaux, tu vois, parce qu'il y a plein de métiers au Québec liés autour de la musique, des agents, des mecs qui Mhm. s'occupent de la radio, des trucs comme ça, et qui t'envoient toujours des petites perles qui sortent. Mais toutes les semaines, il y a un truc de nouveau. Super. Ouais, ben oui, peut-être surabondance de l'offre, mais en même temps, il y a beaucoup d'offres. C'est bien, je trouve ça super bien, mais je veux voir aussi à quel point, jusqu'où ça peut nous mener, tout ça. Il y a beaucoup de trucs qui sortent, effectivement, puis il y a beaucoup de trucs qui plantent après. Euh, mais ceci dit, c'est comme ça aussi avec Internet, avec les facilités aussi d'enregistrer un disque, etc. Les nouvelles technologies. Ça fait bien parce qu'en même temps, il y a beaucoup de propositions. On peut voir, je pense qu'en tant que société, on peut grandir plus rapidement parce que tout le monde peut s'exprimer. Bon, ça donne aussi des choses aussi qu'on veut peut-être pas entendre dans la vie, mais ça donne des trucs très bien. Ça dépend des goûts. Puis, jusqu'où ça peut marcher. C'est-à-dire que dans un petit marché comme le Québec, si on pense à, comme je pense à un de mes amis diffuseurs qui me disait l'autre fois, diffuseur de spectacle, qui me disait, tu sais, moi, Loujean, je fais 60 événements dans l'année, parce que c'est un bon diffuseur assez précis. Je fais 60 événements dans l'année, puis j'ai eu 1300 offres. Qui je prends, tu sais. Donc, il faut être quand même assez tireur d'élite pour faire partie des 60 élus, là. Donc, puis ça, c'est toute discipline confondue. Il y a du théâtre, de la danse, etc. Donc, en chanson, il faut vraiment que tu tires ton épingle du jeu et que tu puisses prouver aussi que tu puisses remplir tes salles de spectacle, etc. Donc, oui, c'est beau la surabondance de l'offre et l'épanouissement de la culture, mais il faut arriver à en vivre quand même. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de statut d'intermittence. Comment font les jeunes artistes pour en vivre, quoi, quand on se lance là-dedans? Ben, la plupart, quand on commence, on a d'autres métiers ou on va jouer avec plusieurs projets. Donc, avec chaque revenu de projet, on peut additionner un revenu qui nous va bien. J'ai toujours, quand j'ai commencé, j'accompagnais Linda Lemay, j'accompagnais Laurence Jalbert, Vincent Vallière, etc. J'ai été guitariste accompagnateur en parallèle avec mes autres groupes, puis en parallèle avec Carquois, etc. Puis un jour, ben, on a fait nos comptes. On s'est dit, ah, ben, Carquois, on est capable d'avoir un salaire, ça y est, c'est bon. Donc, on a commencé à faire que ça. À partir de ce moment-là, j'ai que gagné ma vie avec mes chansons, mon art. Mais pour y arriver, il faut travailler fort. Puis je crois que c'est encore plus précaire aujourd'hui avec la gratuité de la musique, avec la musique numérique libre. Il faut revoir un peu le modèle pour voir jusqu'où l'argent va parce que le contribuable, monsieur, madame, tout le monde paye quand même, a jamais peut-être déboursé autant dans un contenant, puis avec un contenu gratuit, mais je veux dire, on sort de l'argent. C'était pas rare dans les années précédentes de voir quelqu'un dire, ben moi j'achète un album par mois ou j'achète un disque aux 6 mois. Mais maintenant, tout le monde paie chez nous, en tout cas, au moins l'équivalent de 20 ou 30 dollars par mois pour son téléphone cellulaire. Après, une ligne fixe à la maison, on paye un autre 20 dollars. Donc, finalement, tout le monde paye à chaque année beaucoup, beaucoup d'argent. Où va cet argent? Dans les fournisseurs d'accès. Ouais, c'est sûr. Voilà. Bon, bah c'est un vrai problème. Ben oui.
Il y a un documentaire sur l'avenir de la chanson qui sort, qui va être diffusé à Télé-Québec lundi soir, dans lequel moi j'anime avec Ariane Moffat et je participe à ce documentaire-là. Puis justement, ça a été fascinant de voir à quel point tout le monde réfléchit à la question. Il y en a qui y réfléchissent plus. Il y a des gens qui sont plus lents aussi à se tourner. Il y a des grandes institutions, des producteurs d'un temps qui est peut-être plus révolu. Donc, c'est un peu compliqué. La législation aussi, il faut que le gouvernement s'en mêle parce que sinon, on s'en va droit dans le mur. Voilà. Alors, est-ce que tu peux... Ah ben, je vais le faire, en fait. Je suis limité à un temps de... Je recommence. Deuxième partie. Donc, après la pub, on revient avec Louis-Jean Cormier sur Arrête ton char, la radio consacrée aux musiques alternatives québécoises. Ça te va comme titre? Ben oui, c'est super bien. Arrête ton char. C'est très, très bien. Bon. Ça me surprend, en fait, qu'il y ait ça à Montpellier. Ouais, ça fait 20 ans. J'avais commencé avec une émission qui m'a valu des problèmes, qui s'appelait Tabarnak. J'avais voulu faire mon malin, mais j'étais jeune à l'époque. Et j'ai eu des problèmes avec des Québécois qui me disaient « Mais tu peux pas appeler une émission comme ça? Toi, tu t'en fous ?» Ben, maintenant, il y a quelqu'un qui a repris le flambeau en Belgique. Il y a une émission qui s'appelle Tabarnak. Je m'en fous un peu. Je trouve que c'est très peu poétique. Mais en même temps, ça fait bien brandé pour parler en français de France. Ça fait bien marque de commerce, quoi. Ouais, c'était un petit peu l'idée, mais je n'ai pas eu de subvention de la part de... C'était quoi, le gouvernement du Québec? Jamais. J'ai reçu des mails, mais je me suis fait incendier. Alors que c'était juste pour moi drôle. Donc j'ai changé, je me suis adapté un peu au marché. C'est bien. Arrête ton char, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Bon, c'est pas très écolo. Tu es engagé, toi, politiquement? En fait, c'est très écolo, arrêter son char. Il faut l'arrêter. Parce que sinon, on brûle. On brûle l'essence, on pollue. Donc, arrêter son char, ouais. Mais je suis écolo, ouais. Je suis très... en fait, je le suis fondamentalement. Mais c'est sûr que les tournées sont ce qu'elles sont. On prend l'avion pour venir ici, on prend le camion pour tourner. J'ai très, très hâte qu'il y ait les Boeing électriques et puis les camions électriques, quoique ça va polluer aussi parce qu'on ne saura plus où mettre ces batteries remplies de produits chimiques. Mais en même temps, ouais, chez moi, j'essaie d'être le plus carboneutre possible. Carboneutre et politico-neutre, non? Politico-neutre, non. Dernièrement, j'ai osé m'avancer un peu, avancer mes allégeances politiques sur la place publique. Mais ceci dit, c'est toujours en mouvement. C'est-à-dire que c'est en mouvement, puis c'est bien que ce soit comme ça. Je déteste être campé, partisan, pour être campé. En fait, c'est une très mauvaise idée. Il faut être à l'affût des nouvelles idées de tous et chacun. Il faut voir aussi le contexte global, mondial, où on s'en va. Ces temps-ci, tu vois, j'ai vraiment la ferme impression que c'est pas le temps de penser à séparer le Québec du Canada pour devenir un pays. Il y a beaucoup d'autres enjeux beaucoup plus importants que celui-là. Ouais, tu pourrais peut-être rappeler aux auditeurs français un petit peu ta position. Qu'est-ce que ça a été cette histoire? Donc, en fait, ma position est de toujours. C'est-à-dire que c'est un truc aussi enraciné, familial, où on était péquiste, c'est-à-dire le Parti québécois. Indépendantiste. Indépendantiste, donc avec un désir profond de se séparer du reste du Canada pour devenir une nation qui est très protégée, qui est très solide avec sa langue, sa culture. C'est quand même toujours dans un contexte et dans un désir de protection, de précarité aussi, très entouré d'anglos de partout, avec une culture qui peut tendre à disparaître. C'est un peu ce qui nous attend quand même. Tu penses? Ben forcément. Mais en même temps, ce que je pense, c'est qu'il faut être capable de le voir, de le dire, se le faire reconnaître aussi par ceux qui nous entourent. C'est pas tant nous qu'il faut se former. Tu sais, un peu l'idée à la Donald Trump faudrait vraiment se construire des murs pour se protéger. Non, je crois pas. Il faut plutôt avoir cette démarche de dialogue, de raisonnement, de comprendre. Mais c'est parce que dans le passé, il y a eu des
couteau assez bas de la part du Canada anglais sur des trucs, mais c'est aussi des réactions humaines. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est assez charismatique pour mener la nation québécoise à la séparation du reste du Canada, ben c'est sûr qu'il y a des gens de l'autre côté du mur invisible qui vont se révolter puis qui vont peut-être avoir envie justement de lancer quelques couteaux. Je me sens un peu plus zen qu'avant à ce niveau-là. Je me sens aussi plutôt à l'aise avec la nouvelle génération, on dirait. Je parle avec des jeunes beaucoup ces temps-ci, puis je vois à quel point c'est une espèce de dualité parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui consomment que des trucs anglophones, que des séries américaines, que du Netflix, etc. Mais en même temps, qui ont ancré en eux cette culture francophone, québécoise. Ils la reconnaissent, sont capables de... Bon, faut pas prendre tous les jeunes pour des idiots et non plus, faut pas les prendre pour des prix Nobel non plus. Mais on est capable maintenant de déjeuner avec un ami allemand sur Skype, on est capable de dîner avec un ami japonais. On a cette personne-là, à l'autre bout, est capable de reconnaître qu'on est québécois, qu'on parle français, etc. J'ai entendu, il y a pas très longtemps, Zachary Richard qui réagissait à un article du Devoir qui disait que ouais, c'était la fin de la francophonie en Louisiane, etc. Et lui, il prétendait vraiment l'inverse. Parce que s'il prenait tous ces facteurs, le nombre de gens qui s'inscrivent au cours, le nombre de radios, le nombre de télé, le nombre de trucs comme ça se portait plutôt bien, il était plutôt positif. Ben oui, ben en fait, ben oui. Oui, puis non, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention parce que c'est une question à double tranchant. C'est que c'est qu'on peut pas non plus se dire ah ben allez, on arrête tout, la protection de la langue, on arrête tout, on laisse les industries américaines arriver avec leurs trucs en anglais, nous envoyer que des publicités anglophones, avoir des slogans, etc., des noms de... Chez nous, c'est quand même drôle, contrairement à la France, je veux dire, les compagnies américaines sont obligées de changer de nom la plupart. Si c'est pas quelque chose qui ressemble à un nom propre, genre, par exemple, il y a un truc d'équipement de bureau là, qui s'appelle Staples. Mais Staples, chez nous, ça s'appelle Bureau en gros, parce que sinon, ça marche pas. Les émissions de télé, The Voice. Ça s'appelle La Voix. Ouais. C'est un réflexe aussi. En même temps, c'est un trait c'est identitaire. Il y a quelque chose qui est cool avec ça. Moi, ça me plaît d'appeler ça La Voix. Je préfère. Mais notre grand poète national, Gaston Miron, qui est décédé dans les années 90, disait « Le jour où on va perdre... » Lui, il dit, j'ai pas peur des anglicismes, j'ai pas peur des mots anglophones à l'intérieur d'une syntaxe française. Si on parle dans un ordre qui est caractéristique et caractérisé de la langue française, ben ça va. Mais lui, ce qu'il disait, c'est que ce qui fait peur, c'est de voir justement un gouvernement canadien anglophone faire des traductions à l'anglaise avec des mots francophones sur des panneaux d'autoroute, des trucs horriblement scandaleux, qui fait qu'on va perdre cette langue-là dans cet ordre-là. C'est un mouvement, cette langue-là, puis il faut le voir. Tu sais, juste prendre les ingrédients d'un truc qu'on achète au supermarché, puis de voir la traduction francophone de ça, des fois, c'est horrible, horrible. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus... à protéger que l'idée, voire de dire parking au lieu de stationnement. Voilà. Ouais, c'est un peu ridicule. Et tu ne penses pas que raconter des histoires dans sa langue, c'est aussi la protéger? Que ce soit en chanson, mais aussi au cinéma. Le cinéma québécois, il va hyper bien. Il va hyper bien, oui. Oui, en fait, c'est ça qui est beau. C'est qu'il faut se servir aussi de cette universalité que la vague numérique nous amène, qu'Internet nous amène, parce que du jour au lendemain, on apprend aussi qu'il y a des tribus africaines qui parlent la même langue que nous, etc. Donc, là, je dis des tribus, des pays africains, etc. On découvre des coins du monde qu'on n'avait jamais vus, au même titre qu'on se fait découvrir, qu'on fait rayonner notre langue. Je trouve ça un peu drôle que des films québécois soient sous-titrés ici parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on dit, mais ça va. En même temps, c'est correct. Parce que l'important, c'est que le message passe. Au bout du compte, il faut que les gens sortent de la salle de cinéma avec la larme à l'œil ou le cœur gonflé, etc. Ouais, c'est une occasion de louper. Franchement, sous-titrer des films québécois, enfin, pour moi, c'est un scandale. Ils ont même fait une version des Bougons. Tu connais les Bougons? Oui, les Bougons, oui. Version française. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, les acteurs sont bons. Mais franchement, si on veut comprendre un peu la société québécoise, on regarde les Bougons, quoi. Voilà, on regarde les vrais. Ouais. Mais bon, en même temps, tu vois, c'est peut-être un peu typique de la France.
Et là, sans rancune, les amis, mais il y a souvent eu ça, l'adaptation française de quelque chose. L'adaptation française de tel truc américain, l'adaptation française de... Donc, mais chez nous, on le fait aussi. On le fait quand même un peu. Il y a des concepts qui viennent d'ailleurs, qui sont refaits à la sauce québécoise. Moi, oui. Je pense que c'est pas nécessairement... Mais c'est parce que des fois, je repense à Johnny Hallyday, là, dans le temps, qui faisait que des reprises françaises de hits américains, etc. Ça me fait rire. Mais il était pas le seul. C'était les années 60 aussi. Ouais, c'était une période vraiment pas très intéressante en chanson française. Aujourd'hui, allez, un petit clin d'œil pour les Français, l'artiste français coup de cœur pour toi. Bon, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il faut être à l'affût. Aussi, ça va de rencontre en rencontre. Moi, il y a un chanteur qui s'appelle Bertrand Belin, que j'aime beaucoup, qui a ce bricolage, cette fraîcheur, cette presque naïveté d'expérience, de raconter quelque chose de tout simple, puis de le façonner, puis avec un super son de guitare aussi. J'aime bien les Feux Chatterton aussi. Je trouve qu'il y a une fraîcheur là-dedans. Il y a une espèce de poésie, de clamer, chanter. Il y a une espèce de feu. Il y a un feu. Il y a un feu Chatterton. Et autour du feu, il y a un sorcier aussi, Dimonet, tu connais, de Québec, le lapsus, de Montpellier. Pas du tout. Comment il s'appelle? Dimonet. Dimonet. Non, je le connais pas. J'aimerais bien le découvrir. Bon, c'est notre chanteur du coin, là, qui est au Québec actuellement. Il revient aujourd'hui, tiens. Ah oui? Et il a enregistré dans un studio, le studio du Nid. Tu connais? Le studio du Nid? Ouais. Non, je connais pas. Bon, on va le couper. C'est un échec lamentable. Ah, j'ai voulu faire mon malin, t'as vu. Voilà. Bon. Et en artiste québécois, ton coup de cœur? Bon, il y en a plein, là. C'est difficile de mettre le doigt dessus, mais j'aimerais nommer mon ami. Et en fait, c'est devenu aussi un monument de la chanson chez nous, qui est plus jeune que les autres monuments de la chanson. Il s'appelle Fred Fortin. Fred Fortin est un génie de la musique et aussi un homme inspiré par la langue québécoise, la façon de raconter des choses qui sont des fois très, très sales, très poilues, mais en même temps qui vont droit au cœur avec une phrase poétique. Il y a des... Je sais pas. Puis en même temps, ça se bouscule dans sa tête parce qu'il fait pas que du rock ou de la chanson rock. Il fait un truc comme si Stravinsky jouait dans Led Zeppelin. Tu sais, c'est un rock qui va tellement dans des zones quasi symphoniques. C'est très, très bien ficelé. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà. Oh ouais. Fred Fortin qui était venu à Montpellier il y a quelques années et j'avais tenté de faire ma première partie. J'étais chanteur à l'époque et c'était super. Ouais. Et ouais, beau monsieur. J'ai une anecdote, tiens. Tu pourras raconter ça à ton retour. On mangeait avec Fred Fortin à Montpellier dans un restaurant et il prend la carte et il voit steak tartare. Alors, il demande un steak tartare. Et le mec lui ramène un steak tartare et c'est cru, steak tartare. Il regarde le serveur, il fait mais voyons donc, c'est pas cuit. Voilà. Voilà, Fred Fortin. Ouais, Non, voilà. super. Fred. Mais c'est vrai que chez nous, on dit pas steak tartare, on dit tartare. Ok. Quand on dit steak, ça fait. C'est vrai que ça donne l'impression qu'on le cuit, là. Ouais, c'est ça. Non, c'est son regard, tu vois, il avait vu un steak. Et puis, il parle pas beaucoup, Fred Fortin. Non, il est Et il était comme ça et... Ah, c'était drôle, il m'en avait ri. Et je sais pas pourquoi je te raconte ça. Voilà, ben ça va, c'est anecdotique. Mais en tout cas, effectivement, bon joueur de guitare. Ouais, il nous emmène... T'as fait des trucs avec lui? Oui, on a fait des trucs ensemble, quelques fois, des perfos à la télé aussi, même en doublé ou en trio avec d'autres amis, dans des galas, etc. Mais on se connaît depuis très longtemps, on a des amis en commun. D'ailleurs, le claviériste de Carquois joue dans Galaxy, et que Fred Fortin est le bassiste de Galaxy. En ce moment, François Lafontaine, toujours le même claviériste de Carquois, fait la tournée solo de Fred Fortin. C'est une bande d'amis, Olivier Langevin, etc. Tout le monde est là. Moi, j'anime une émission de télévision au Québec musicale, puis j'ai invité Fred à faire un truc. C'est un truc où on reconstruit, on réinvente des chansons de 3 artistes par soir dans mon studio avec des amis musiciens, mais on se la fait à la sauce des années 50, 60, devant des gros micros,
Piano acoustique, petite batterie, contrebasse, un peu comme si on jouait dans Retour vers le futur dans les années 50. Et puis guitare électrique, puis on a fait des trucs avec Fred, c'était incroyable, super. Ok, bah écoute, on va se quitter là-dessus. Est-ce que tu peux me faire une annonce pour... alors pour deux choses. La première, c'est pour l'émission Arrête ton char sur Radio Campus. Et puis la deuxième, je te le dirai après. Ok. Je fais un ID, alors je me nomme. Ouais. Salut les amis, c'est Louis-Jean Cormier de Montréal et vous écoutez Arrête ton char sur Radio Campus. C'est bon? Ouais, super. Et la deuxième, ce serait pour une équipe de hockey Montpellier qui s'appelle les Vipers. Ah, ok. Ouais. Est-ce que tu peux faire une annonce en disant, voilà, peut-être pas j'aime les... parce que tu les as jamais vus, Ouais. les jouer, mais voilà, Juste mais un ouais, truc un peu ouais, imaginatif autour de ça. Parce que je vais commenter des matchs, enfin pas commenter, mais on va diffuser des matchs de hockey. De temps en temps, je vais mettre beaucoup de musique québécoise. Donc si dedans, je peux avoir une petite annonce avant une chanson de toi, par exemple, tu vois, c'est juste Jean-Louis Cormier et... Ah, t'as dit Jean-Louis. Oh, ça y est, j'ai perdu mon pari. Donc, je fais un ID. OK. Allô tout le monde, c'est Louis-Jean Cormier de Montréal et j'aimerais envoyer un peu d'amour aux Vipers de Montpellier parce que je suis un fan fini de hockey sur glace. Voilà. Bah, super. Bah voilà, c'est parfait. Merci Louis-Jean Cormier. Ça me fait plaisir. Ouais, ça m'a fait plaisir aussi. Écoute, je m'arrangerai. Est-ce que tu as des morceaux que tu veux faire jouer en Non. France? Pas En de fait, préférence. non, pas de préférence. C'est sûr que dans les grands réseaux, il y a la chanson Si tu reviens qui roule bien, puis après il y aura Saint-Michel, c'est des chansons plus populaires, mais sinon, vous mettez ce que vous voulez. Je fais mon choix. Voilà. Ok, ça marche. Salut. Merci Louis-Jean. Merci à vous.